messieurs, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver comme vous le faites chaque matin sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith. Et pour ce vendredi 22 novembre 2019, on va évoquer ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC. C'est ce jour même à Yaoundé. Il faut rappeler que le président de la Guinée équatoriale est arrivé ce matin même à Yaoundé. Hier, il n'était pas à ce dîner offert par le chef de l'État et son épouse. Il s'y est fait représenter. Et donc ce matin, Théodoro Obiang Nguema Bazogo est arrivé au Cameroun ce matin. Il faut rappeler que ce sommet s'ouvre alors que de nombreuses voix s'élèvent pour demander ce que sera l'avenir du franc CFA. On va dire que l'ancien ministre togolais Kako Nubukpo avait dit ceci: les pays africains du CFA ont actuellement 13 000 milliards de francs CFA de réserve déposés dans le trésor public français. Il faut dire que de nombreuses personnes pro-franc CFA et adeptes avancent que cela nous sert de garantie de convertibilité et assure notre stabilité vis-à-vis de l'euro. Mais la réponse qu'on pourrait leur donner est celle de savoir qui garantit le Naira du Nigeria par exemple, le Cedi du Ghana ou encore le Kwanza de l'Angola et d'autres pays encore. Nos pays ont besoin de véritables banques centrales. En tout cas, c'est ce que pensent ceux qui estiment qu'il est temps pour nous, pays africains, de battre nous-mêmes monnaie, de sortir de ce franc CFA, cette monnaie coloniale. On voit très bien que le débat actuellement est en train de se faire et on devrait en tirer une substantifique moelle pour que nos pays africains, pour que nos peuples africains sortent du joug colonial ou néocolonial français. Madame, monsieur, comme chaque matin, l'équipe est en place. D'abord, vous, monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. À l'heure où les sous-préfets sont en train de faire leur travail, le travail qui est demandé, des personnes dont les dossiers ont été rejetés conformément au respect des critères de choix, se retrouvent à demander l'arbitrage de la présidence de la République, notamment interpeller le SGPR, interpeller le MINAT. Ont-ils le droit d'interférer dans un critère bien précis dont les bases ont été fixées? Alors il faut faire attention. Je pense qu'il faudrait laisser les différents sous-préfets qui ont choisi de travailler faire leur travail. Ceux qui ont leurs amitiés qu'ils tiennent. On va prendre le cas de Sambeliba, où durant toute une nuit, il y a eu des querelles par rapport au choix du maire Noël Essiane, qui s'est d'abord retiré et après qui est revenu. On va prendre le cas de Solange Amogonoma du côté de Yaoundé. Ça ne va véritablement pas. Chacun joue des relations, pourtant les critères sont simples. Allez voir donc ce qui se passe à l'ouest, notamment dans la zone de Baranté, pour comprendre que véritablement, les longs bras et la nuit des longs couteaux ont véritablement commencé. De grâce, laissez les autorités compétentes, les sous-préfets faire leur travail, s'il vous plaît. En tout cas, les personnes victimes des abus de sous-préfets, des maires et administrations fiscales peuvent saisir par requête en procédure d'extrême urgence dès ce jour le Conseil électoral, parce qu'au terme de l'article 10 du Code électoral, le Conseil électoral est une juridiction en matière électorale. Il revient à cette instance d'enjoindre aux administrations intervenantes dans le processus électoral de respecter les règles de transparence électorale et aussi de connaître toutes les contestations préélectorales et électorales qui ne sont pas de la compétence du Conseil constitutionnel ou du tribunal administratif. On va également dire que le refus de délivrance des pièces constitutives des dossiers de candidature ne relève pas de la compétence du Conseil constitutionnel, mais fait partie des actes préélectoraux. Il revient ainsi à cette juridiction de prendre des mesures adéquates qui vont s'imposer aux administrations sous-préfecture, mairie et administration fiscale qui interviennent dans le processus électoral. Il faut le faire donc dès aujourd'hui. Le Conseil électoral peut
siéger le week-end, de telle sorte que sa décision soit exécutée au plus tard lundi avant 15h30. Et au cas où les administrations ne se soumettront pas, il reviendra au Conseil électoral de tirer toutes les conséquences de droit, sans en priver les citoyens de bonne foi de participer aux élections. Je rappelle bien l'article 10, alinéa 1 dit ceci: le Conseil électoral veille au respect de la loi électorale par tous les intervenants de manière à assurer la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la transparence et la sincérité des scrutins. C'est le Conseil électoral qui le dit, article 10, alinéa 1. Autant mieux le savoir. Également sur le plateau ce matin, Karine Sotia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Épidémie de choléra dans la région du sud-ouest. Désormais, 6 morts de choléra dans la région du sud-ouest, 2 à Idibato, 4 à Djabane, 34 cas suspectés, 1 cas confirmé, 3 localités touchées, Idibato, Djabane et Kondotiti. Voilà, on aura l'occasion de revenir sur cette nouvelle patate chaude pour le Cameroun, alors que nous sommes déjà assaillis par de nombreux problèmes. On doit encore faire face au choléra dans la région du sud-ouest. On va en parler tout à l'heure dans votre revue des réseaux sociaux dès 11h sur ce plateau. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Que sortira-t-il d'extraordinaire à la suite du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC? Oseront-ils poser l'épineux problème du franc CFA? J'en doute. Vont-ils parler des points de convergence pour l'intégration, la vraie, à ce moment-là, de la sous-région, lorsqu'on nous annonce déjà que on veut aller vers l'intégration au niveau de la CEAC? Mais sachons déjà que le Rwanda avait dit qu'on traînait trop. Il ne nous attendrait pas. Il est parti depuis longtemps. Et il émerge. Et bien d'ailleurs, quand il est sorti du joug colonial français. Merci. D'ailleurs, on va le dire, la CEAC et la CEMAC qui évidemment sont des institutions de l'Afrique centrale. Est-ce qu'on se dirige vers une fusion de ces deux institutions? On peut se poser la question ce matin, madame, monsieur, alors qu'on sait quelles sont les tracasseries déjà. Lorsque la CEMAC, juste 6 États, on a du mal à converger. On va voir si les 10 États qui restent pourraient elles aussi converger. Je rappelle quand même que c'est l'Angola, c'est la République démocratique du Congo, c'est Sao Tomé et Principe, c'est le Burundi, 4 autres États qui pourraient évidemment rentrer dans ce qu'on appelle une communauté économique et monétaire. Pour l'instant, c'est juste une communauté économique avec ces 10 États-là. Désormais, si on peut arriver à une communauté économique et monétaire avec ces 10 États, ce serait quand même pas mal parce que c'est quand même 187 millions d'habitants pour ces 10 États-là cumulés et près de 2 millions de kilomètres carrés de territoire. C'est quand même intéressant. On va, madame, monsieur, démarrer le programme de ce matin avec sa première rubrique, avec l'histoire du jour, avec vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous ramène dans un triangle amoureux entre Samuel, Georgette et Nathalie. L'histoire commence en 2015, lorsque Samuel rencontre Georgette. Les deux se sont entichés. J'espère que ça n'a rien à voir avec ce qu'on sait. Ah non, du moins je ne crois pas. Parce que les prénoms quand même sont Ce sont les vrais prénoms. Aujourd'hui, je n'ai rien changé. Ce sont des vrais prénoms. Donc Samuel et Georgette se sont liés. Ils se sont aimés et ils se sont mis ensemble. Pendant 2 ans, tout allait bien. Et ils ont décidé de se séparer. Sauf que, en se séparant, Georgette était enceinte. Et elle a pris sur elle de ne pas dire à Samuel qu'il allait être papa. Elle allait vivre sa vie de son côté. Rassurez-moi, Georgette, elle est camerounaise. Oui, très camerounaise. Pas ivoirienne. Non. Elle n'est pas ivoirienne. Bon, honnêtement, je n'ai pas posé la question. Oh. Allez-y, d'accord. Donc, elle a été enceinte et elle est partie de son côté. Elle a mis au monde des jumelles. Et de son côté, Samuel, lui, il a continué sa vie. En 2017, il rencontre Nathalie, avec qui l'histoire commence en 2015 entre Samuel et Georgette. Voilà. En 2017, Samuel rencontre Nathalie.
Les deux entreprennent de se lancer dans une relation et en 2019, Samuel décide d'épouser Nathalie. Sauf que Georgette, la mère des jumelles, l'apprend et décide de rencontrer Samuel pour lui dire, en fait, avant que tu ne te maries, voilà ton cadeau de mariage, tu es papa de jumelles. Les jumelles aujourd'hui ont 2 ans. 4 ans. Pardon 4 ans. 4 ans 2015. Non, elles sont nées en 2017. En 2017, d'accord. Oui, elles ont 2 ans. Et là, aujourd'hui, Samuel pose le problème parce que lui, son principe de vie avait été de ne jamais faire des enfants avec des mères différentes. Il avait entrepris de se marier, mais maintenant que son ex lui dit qu'elle a 2 enfants, qu'il est père de 2 enfants, qu'il a présenté à sa famille et sa famille est très contente à adopter les enfants, Samuel aimerait savoir, doit-il s'en tenir à ses principes qui sont de faire des enfants avec une femme ou alors il doit les botter en touche? C'est un problème. Bobo va s'écrier sur son fauteuil parce que pour lui ce n'est pas un problème. En tout cas, Bobo Bengan, qu'est-ce que vous dites à ce Samuel? D'abord, c'est pas le problème fondamental. Et il refuse d'être un petit. C'est pas l'autre problème que nous avons avec la génération d'aujourd'hui, c'est qu'elle ne sait pas poser les problèmes. Elle reste superficielle sur tout, même ce qui engage leur vie. Première chose, un homme peut faire les enfants avec tout le monde, avec autant de femmes qu'il veut, s'il a la possibilité de le faire. Ça aussi, j'entends les gens dire, ah oui, il aime une femme brune ou noire ou élancée, c'est tout, ce n'est pas de problème. Il y en a, parce que vous entendez souvent le genre de débat. Moi j'aime les femmes, oui, il peut avoir une... Mais qu'est-ce qui dit qu'on ne peut pas épouser une blanche et épouser une noire au même moment? Pourquoi ce qui est valable pour l'homme ne l'est pas pour la femme? Parce que la femme a tout de l'intérieur, justement. Ça, c'est la conception que Dieu lui a donnée. La femme est trop, elle doit être un interne, elle interne. C'est précisément parce qu'elle a voulu jouer le rôle de l'homme que la société a chancelé. Si chacun reste dans son couloir, comme on aime dire, ça ne veut pas dire qu'elle encaisse. Elle encaisse. Et c'est le langage, j'allais dire, comment je vais dire ça, galvaudé par celles qui se sont dites évoluées. On vous dit les femmes se sont émancipées. Ça ne veut rien dire du tout. Donc, le premier problème. Deuxième, ici, le problème principal, c'est que le gars, du moins ils sont 2, ils aiment une même fille. Le problème n'est pas davantage pour le but. D'abord, les filles aujourd'hui vous diront, le mariage n'est pas une fin en soi. J'ai fait mes enfants, je les élève, j'ai les moyens pour. Mais quand vous avez donc des partenaires qui vous tiennent de langage, vous n'allez pas tenir le type de langage comme ce garçon aujourd'hui, où on veut dire, veut être sérieux. Quand on veut être sérieux, on prend la femme, une femme, on la met chez soi. Et même la femme qu'on met chez soi, il peut arriver que ton frère fasse des enfants avec elle. Vous faites comment? Vous les tuez? Vous ne les tuez pas. Donc, je veux dire, ils ne savent pas poser le problème. Ou alors font comme si les problèmes qui existent naissent aujourd'hui. Vraiment, ça n'a jamais existé. Donc, il l'aime, s'il continue à aimer sa femme, qu'il l'aime. Mais si c'est simplement pour faire des enfants, là, c'est pas bon. Ça veut dire qu'en fait, il ne l'a pas aimé. Ils ont fait des enfants. Il peut faire d'autres enfants avec qui il veut. Il veut. Maintenant, est-ce qu'il veut se marier? Il dit qu'il ne veut pas avoir des enfants avec 2 mères différentes. Est-ce qu'il veut se marier? C'est un principe. Il a au moins le mérite d'avoir un principe dans sa vie. Hein. C'est pas un principe. Quelqu'un, vous dites, quelqu'un intériorise un objectif à atteindre. Bon, alors, si vous lui refusez d'atteindre cet objectif. Oui, c'est un faux principe. Justement, ce principe ne cadre pas avec l'ordre normal de la nature. Et c'est pour ça que les jeunes aujourd'hui meurent vite. Vous dites, vous ne pouvez pas dire, moi je vais faire 5 enfants avec une mère avec une même mère, mais je ne suis pas obligé de l'épouser. Ça veut dire que vous êtes en porte-à-faux contre la nature. Et si ça vous frappe demain, vous allez dire quoi? Non, simplement lui dire que il a commencé à avoir des enfants avec Nathalie, qu'il continue. Je veux dire qu'il ne regarde plus le retour. Le problème, vous jouez, la vie va vous jouer. C'est comme ça que ça se fait. Lorsque vous grandissez, qu'est-ce qu'on entend? Le mariage, c'est le bonheur. Ça veut dire qu'en fait, ce gars, il dit, comme vous voyez, moi je ne cherche même pas à être heureux.
je peux faire les enfants et tout. Bon, mais c'est pas de sa faute. Ils sont séparés. C'est sa faute. Ils sont séparés. Ils ne pouvaient pas savoir qu'elle est enceinte. Je vous en prie. Oui. L'éducation à la vie commence à 10 ans. Oui. Je vous le répète, quand on circoncise l'enfant. Quand un garçon, lui, grandit, ça veut dire qu'en fait, il n'a pas eu de repère, il n'a pas eu un encadrement social. Il dit, je veux former un foyer. Maintenant, quand il dit, je ne veux pas former un foyer, je veux vivre comme ça. Bon, il prend, il dit, mais après, il se dit, je veux faire tous mes enfants avec une même femme. Et il ne parle de mariage nulle part. C'est un garçon qui est déréglé. D'accord. Oui, Chalamel, vous avez la parole. Oh, monsieur Eric Fopoussi, vous savez, quand vous prenez le train, vous êtes censé aller à Yaoundé et qu'arriver à, je ne sais pas moi, Edea ou Ngoumou, vous décidez de sauter, il faut se poser un ensemble de questions, monsieur Eric Fopoussi. Il faut aller et commencer par interroger la séparation. Oui. Qu'est-ce qui a été la cause de leur séparation? Est-ce que la séparation est née d'une incompréhension entre les deux? Est-ce que c'est la fille qui a mis un terme à la relation? Est-ce que c'est le garçon qui a mis un terme à la relation? Qui a plus été impacté par cette séparation? Était-ce l'homme parce qu'il aimait trop la femme? Était-ce la femme parce qu'elle était trop aimante à l'homme? Pourquoi est-ce qu'elle a choisi de garder volontairement le secret, porter le secret pendant 2 années sans toutefois dire à ce garçon, à son gars, à son ex, qu'il est comme ça, j'ai porté un enfant, j'ai accouché. Quelle est cette rupture? Bon, c'est vrai, on va dire c'est rupture. Quelle est cette rupture totale à tel point que même un membre de la famille de la fille n'ait pu prendre son téléphone pour dire, écoute, elle ne t'a pas dit, mais garde le secret, tu as un enfant. Comment ça fait, ce secret a-t-il fait pour se maintenir pendant 2 années lorsqu'on sait que rien ne se cache sous ce soleil? Autant de points d'interrogation qu'on s'est rappelé à se poser. Pourquoi est-ce que elle? Parce que là, on se rend compte que la fille n'a pas rompu totalement le contact avec les membres de la famille du gars. Peut-être pas avec le gars, mais avec les membres de la famille ou avec les amis du gars. Sinon, comment est-ce qu'elle a su que le gars allait se marier? Pourquoi avoir attendu que le gars décide dans sa vie de vouloir prendre femme pour qu'elle réapparaisse avec le joker? Ce joker, c'est les enfants. Est-ce que quelque part, elle n'est pas en train de vouloir pourrir la vie de ce gars? Elle n'est pas en train de vouloir maudire la vie de ce gars, histoire de venir dire, je te présente tes enfants, à coup sûr, il y aura un mouvement, il y aura un geste, tu ne pourras plus te marier parce que tu vas vouloir réapprendre à connaître tes enfants, donner l'amour à tes enfants, je te tiens parce que je connais ton principe. Et c'est là où je dis aux hommes, c'est très grave. Voilà un gars qui s'est livré et aujourd'hui on le tient. On le tient, monsieur Eric Fopoussi, parce que cette fille, forcément, le tient. Voilà. Qu'on le dise de manière claire, monsieur Eric Fopoussi, vous avez des gens qui, lors des ruptures, oublient de faire ce qu'on appelle le deuil. Chaque relation, lorsque vous mettez un terme, il faut faire le deuil de cette relation. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais évitez à l'autre de payer les pots cassés de ce que vous avez vécu. Parce que là, monsieur Eric Fopoussi, on se rend compte qu'il n'a pas fait le deuil. Dès que la fille a apparu, il a commencé à vibrer. Cet amour sentimental qui était en lui et dormait en étant latent s'est réactivé. Le gars se ressent une nouvelle jeunesse, une nouvelle passion et il est prêt à dire à l'autre, va. Que fera-t-il d'elle, monsieur Eric Fopoussi? Parce que là, il y a eu un engagement émotionnel. Quand je parle d'engagement émotionnel, c'est quoi? Il a rencontré la famille de la fille. Certainement, il a discuté avec la famille de la fille. Ils ont arrêté une date, monsieur Eric Fopoussi. Alors, comment est-ce que la fille comptera jouer? Oui, ça peut finir entre vous deux. Mais lorsque vous avez déjà engagé le patrimoine familial des deux côtés, alors là, ça devient compliqué. Il faudrait trouver des mesures. On est dans une situation où le gars... Est-ce qu'on peut estimer que, généralement, on parle de... On dit que l'homme propose, Dieu dispose. Est-ce qu'on peut espérer que, dans son cas, ils se disent, bon, j'avais envisagé tel principe, vu que la vie elle a décidé autrement. Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous dire concrètement. Georges, je vais appliquer la règle de Jean-Paul Sartre concernant la responsabilité. Je vous ai dit que Jean-Paul Sartre, lorsqu'il a fini son premier exposé sur la question de la responsabilité, au moment où il sort un jeune garçon à la poche et lui dit, grand maître, j'ai un problème. J'aime ma grand-mère et j'aime ma patrie. J'ai reçu
J'ai été reçu au concours de l'armée, je vais aller au recrutement de l'armée, je vais aller défendre ma patrie, mais seulement j'ai ma grand-mère, je suis son unique enfant, tous ceux qui sont partis à la guerre ne sont pas revenus, je l'aime tellement, je n'ai pas envie de la laisser. Que me conseillez-vous? Grand-maître, Jean-Paul Sartre lui a dit, je n'ai rien à te conseiller. Tu as pris ta décision avant de venir me voir. Tu voulais te rassurer que la décision que tu as prise devait être corroborée par la mienne. Par conséquent, assume ta responsabilité. Donc, monsieur Rifopoussi, nous sommes arrivés à ceci qu'il a fait un choix. Le choix, c'est retrouver la mère de ses bébés. Et bien qu'il aille, je lui souhaite un heureux mariage. D'accord. Karine, qu'est-ce que vous dites ce matin? Ce qu'il veut, c'est avoir l'équilibre. C'est que ses enfants soient équilibrés, je pense. Mais ce qui me fait mal, c'est que Georgette utilise ses enfants. Ses enfants sont comme un appât, comme un piège pour Samuel. Et ça arrive très souvent que dans une relation, parfois même, c'est même pas votre enfant. Elle revient là avec une embuscade et vous dit vraiment son enfant et tout. Je suis partie parce que j'avais appris que ta mère ne voulait pas de moi et tout. Je dis, je ne refuse pas. Je dis parfois. Je ne parle pas de l'histoire. Je dis parfois, ce ne sont même pas les enfants de l'homme. Par rapport à l'histoire, ce sont ses enfants. Ils sont les jumelles. Je comprends très bien qu'il veuille se mettre avec la mère de ses enfants. Mais est-ce qu'il est sûr que cette relation va marcher? Parce qu'ils sont séparés une fois. Ils ont fait 3 ans sans se voir. Et il n'a même pas cherché à savoir si elle vivait. Elle non plus n'a pas cherché à savoir s'il était là. Les bonnes relations, en passant, juste pour ajouter de l'eau, les bonnes relations chez les Bantous, c'est les relations là avec les problèmes. Mais on ne se sépare jamais là-bas. Et justement, si leur couple était si fort, c'est vrai qu'il y a des relations où on se sépare. C'est vrai qu'il y a des relations où on se sépare 3 ans, on se retrouve, on se marie. Et moi, je sais que ça existe. Je connais des personnes comme ça. Mais par rapport à cette histoire, ça me fait mal justement parce que Georgette est en train d'utiliser ses enfants pour avoir un homme. Faire des enfants avec un homme, ce n'est pas être mariée. Si elle a caché ses enfants à son homme, à ce Samuel, ça veut dire qu'elle se sentait capable d'en prendre soin. Qu'elle laisse Samuel prendre soin de ses enfants comme un papa, mais qu'elle n'oblige pas Samuel à l'épouser. Elle-même, elle sera malheureuse dans ce mariage dans lequel elle va en tant que prisonnière. D'accord. D'accord. Dominique Audrey, est-ce que vous pouvez parler sincèrement et honnêtement, à cœur ouvert à ce Samuel? Moi-même, je veux bien l'écouter. Malheureusement, on est à la télé et je ne vais pas l'insulter parce que c'est la première chose que j'ai envie de faire. Ah bon? Oui, parce que c'est un idiot. C'est un idiot parce que je ne comprends... Vous l'avez insulté finalement? Oui, malheureusement. C'est venu comme ça. On s'en excuse au moins. Oui, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, mais vous me connaissez déjà. Voilà, oui. Absolument. Il a été piégé. Parce que Georgette, moi je suis sûre qu'en partant, elle a tendu un piège et elle est tombée enceinte. Elle a dit, ok, on va. Va, moi je suis là, je te regarde. Le moment venu, je réapparais et je fais de toi ce que je veux. Moi, je suis en colère contre Samuel parce que je ne sais pas s'il est dans la logique des Bantous. Je ne sais pas et je n'espère pas. Non, la logique des Bantous, c'est que tu peux faire l'enfant avec n'importe qui. C'est la logique que Bambok l'a donnée. Donc, il n'est pas dans la logique des Bantous. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Occidentalisés. Non, parce que une femme dont vous êtes séparés pendant des années, elle revient comme ça. Vous êtes prêt à lui ouvrir les bras comme ça? Vous savez avec qui elle s'est envoyée en l'air depuis? Vous savez ce qu'elle a vécu depuis? Si elle a chopé une maladie depuis? Non, vous n'en savez rien. Oui, monsieur Mbachou, vous n'en savez rien. Qu'est-ce qu'elle a fait toutes ces années? Peut-être elle s'est prostituée. Vous n'en saurez rien. Peut-être elle s'est mariée jusqu'à elle a divorcé. Vous ne saurez pas. Comment prendre... Tu prends Nathalie pendant des années. Elle te supporte, elle essuie tes larmes. Elle te subit même parce que j'en suis sûre. Et aujourd'hui, parce qu'une femme débarque avec des enfants, tu estimes que non, tu ne peux plus te marier. Tu remets tout en question. Tout en question. Mais c'est vraiment, oui. On comprend. Mon cœur. Non, mais ça fait mal. Ça fait mal parce qu'à la place de Nathalie, on ne comprend pas. On a vu des femmes abandonner leur gars en pleine cérémonie de mariage. D'accord. C'est-à-dire à la mairie. Non, permettez-moi. Parce que non, mais c'est pas de ça qu'il s'agit ici, Chalamel. C'est pas de ça qu'il s'agit ici, j'ai compris. Non, s'il vous plaît, Chalamel, c'est pas de ça qu'il s'agit ici. Ils se sont projetés, monsieur Mbachou. Ils se sont projetés. Ils ont fait des plans. Ils ont fait des projets. Et aujourd'hui, une femme débarque. Être un père ne veut pas dire que vous habitez avec la mère des enfants. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. S'il voulait respecter ce principe, il allait rester avec la femme qu'il a dépucelée.
Il fallait qu'il reste avec elle, elle le dépucelle et il fasse les enfants Très bien. Alors, moi, je sais pas, il y avait une, je veux dire, quelqu'un avait complété cette affaire. L'homme propose, Dieu dispose, et la femme fait quoi là? Il y avait un dernier hein? Personne ne répond. Je sais qu'on dit ce que veut. Ce que femme veut, Dieu le veut et l'homme le fait. D'accord, très bien. Merci. Ce que Dieu veut, femme s'en fout. Voilà, et ce que Dieu veut, femme s'en fout. Voilà. Monsieur Fopoussi, oui. Qu'il se marie avec Nathalie et qu'il rende visite à la mère de ses enfants, auquel cas ça voudra dire qu'il n'a jamais cessé de la voir et qu'ils sont restés ensemble. A-t-il cessé seulement de l'aimer? C'est la question qu'il faut se poser. Et a-t-il fait le deuil de cette relation? C'est quoi l'amour? D'accord. Ok, merci beaucoup. Ce que l'homme propose, Dieu dispose et la femme s'oppose. On va, madame, monsieur, s'arrêter là pour cette histoire du jour et prendre tout de suite la colère de Charlamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la ville de Njombe-Pendia. Njombe-Pendia fait parler d'elle depuis PHP. Karbab. Oui, je m'interroge ce jour, après la PHP, sur la question du Centre africain de recherche sur la banane plantain au Cameroun, alias Karbab. Et j'interpelle ce jour le Premier ministre, John Gouté, certainement très occupé à recevoir et à installer le président de la CEMAC. J'interpelle ici la plus que grande ministre, celle-là qui est installée depuis 2004 sur le fauteuil du ministère de la Recherche et tout ce que vous voulez, l'innovation, mais qui semble être déjà affectée par la routine, par des innovations périmées. Le Karbab est mort et l'on refuse d'établir le certificat déjà de mort. Comment comprendre que le Karbab soit devenu, à l'heure où l'on parle, un cimetière rempli de tombes sur lesquelles poussent les sissongos et arbustes sauvages? Les voilà, une partie des gens et des employés qui ont donné de leur sang au Karbab. Ils sont dehors, ils chôment, ils bavardent, ils n'ont pas pu envoyer leurs enfants à l'école. Ils sont malades. Sur le nombre, au moins 10 sont décédés. Pendant ce temps, Madame la ministre est tranquille à Yaoundé. Elle consomme son caviar et son champagne. Dans quel état se retrouve le Karbab? Mieux, la direction basée en Njombe, située à 70 km de Douala. Les 6 laboratoires sont dans quel état? 6 laboratoires portant sur l'amélioration variétale, les CIV, l'agronomie, phytopathologie, nématologie, entomologie, technologie post-récolte, unité d'agroéconomie. C'est dans quelle situation? Les toiles d'araignée ont envahi tous les services. Quelle est la situation des sites multilocaux au Cameroun? Sont-ils même encore fonctionnels? À quel niveau se situent les plateformes de diffusion des innovations? Madame le ministre, vous qui êtes PCA du Karbab. Rien à rien, le Karbab ressemble étrangement à un Camerounais en exil. Loin des réalités, incapable de subir la moindre visite. Karbab de Njombe, 10 mois sans salaire, 18 mois à ce jour sans salaire, avec certains qui réclament les salaires depuis 2002. Comment comprendre que les employés du Karbab soient à la traîne depuis des mois avec près de 28 mois d'arrêt de salaire, pour être franc?
Savez-vous que la cinquantaine des employés que compte le Centre africain de recherche sur bananier et plantain sont aux abois? Ils n'ont reçu aucun salaire depuis des mois. Juin 2017. Rappelons-nous qu'en date du 21 mars 2018, ils ont manifesté au siège du centre en Djombe, exigeant le paiement de leur argent. Oui, il faut faire ça pour qu'on comprenne que tout au Cameroun, c'est question d'argent. Pourquoi l'argent n'est bien que chez vous? Pourquoi c'est chez vous? C'est pas bien chez les pauvres. Payez les pauvres Camerounais. Le vivre ensemble, on le connaît. Mangeons ensemble. Savez-vous que cette situation survient bien des mois après d'autres impayés depuis l'an 2000? Savez-vous que les employés du Carbap manquent de tout? Prime de rendement, prise en charge de maladie. Si vous tombez malade, vous-même allez chercher l'argent pour vous soigner, avait lancé un directeur du Carbap à une certaine époque. Allez voir dans quelle situation Jean-Daniel Ngoupayou, l'ancien directeur du Carbab, est décédé. Vous comprenez de quoi je parle. Rappelons-nous qu'en 2018, Dr Wayne Noé, cumulativement avec ses fonctions de directeur général de l'Institut de recherche agricole pour le développement, avait été mandaté pour faire l'état des lieux du Carbab, remplaçant à ce poste le docteur Michel Ndoubekeng, démissionnaire le 24 mai 2018. Oui, lui, il avait vu le mal de loin. Il a préféré démissionner. Il avait vu ce mal. Faire le point sur la dette salariale due au personnel du Carbab, il a fait. Proposer à qui de droit des mesures pertinentes en vue de la sortie de la crise et de la rationalisation de la masse salariale, il a fait. Mener une réflexion en vue de proposer des pistes de solutions susceptibles de sortir le Carbab de sa précarité financière. Il s'est battu à le faire. Comment comprendre que nos gouvernants ne se montrent pas très enthousiastes dans leur soutien à la recherche scientifique? Limitation en équipement, absence de financement, manque de techniciens et d'assistants qualifiés, modicité des salaires, manque de moyens de transport, isolement scientifique, difficulté d'accès à la documentation. Passez en Djombe, juste après le pont de Mbomé. Regardez à gauche, Sissongo. Regardez à droite, Sissongo. Essayez d'entrer, vous ne retrouverez même plus de plantains. La recherche est morte. Même la station météorologique qui se trouvait là à Djombe, au sein du Carbab, a été affectée. Pourtant, on avait dit qu'on l'avait réhabilité. Vraiment. Vraiment. Si vous ne payez pas le prix, vos enfants, ils payeront le prix. De quelque manière que ce soit, ils payeront. Alors, ce qui est intéressant à noter à votre suite, monsieur Mbachou Charlamel, c'est que ce Carbap, on va le dire, est dans l'air du temps, puisque se réunissent ce jour à Yaoundé les chefs d'État de l'Afrique centrale, la CEMAC. C'est un sommet extraordinaire des chefs d'État, je veux dire. Et c'est intéressant parce que la CEMAC a un lien particulier avec le Carbap, puisque en 2007, la CEMAC, via son conseil de ministres, avait clairement doté le Carbap, on va le dire comme ça, d'un dispositif sous-régional Afrique centrale qui devait renforcer justement le Carbap qui, souvenons-nous, est né le 1er février 2001 dans une forme de consortium entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc on voit très bien que un tel dispositif, un tel centre de recherche et de développement d'ailleurs, a un rôle central et normalement, lorsqu'on parle de filière banane plantain au Cameroun, on devrait clairement être aujourd'hui dans une forme de clarté sur tout ce qui a été engagé comme recherche et comme objectif de ce Carbap-là. C'est aussi important d'interpeller ce matin Madame la ministre Madeleine Chouenté, voilà, que de faire campagne comme on le voit. Il y a également des sujets importants qu'il faudra adresser lorsqu'on est quand même ministre de la recherche scientifique et de l'innovation. C'est quand même un rôle important et qu'on est PCA d'une institution comme le Carbap. Donc, c'est important de rappeler la souffrance ou les souffrances des personnels du Carbap. Ce n'est pas possible ce qui se passe là-bas.
en termes de traitement. Alors, Boro Bengan, quelle est votre analyse? D'abord, vous interpellez le ministre, vous interpellez les chefs d'État, vous dites c'est pas concevable ce qui se passe là-bas. Et si je vous répondrai en disant si c'est ce qu'on leur a dit de faire, de capable, vous allez dire quoi? En réalité, il y a une seule chose qui se passe avec cet organisme. Il faut décoloniser la recherche. Je reprends, il faut décoloniser la recherche. La recherche universitaire au Cameroun avait deux orientations. Ceux qui vont, d'ailleurs trois, ceux qui vont en faculté devaient se retrouver à un moment donné à deux niveaux. Vous continuez la recherche, c'est-à-dire vous entrez dans des grandes écoles, vous travaillez. Et ceux qui devaient rester pour continuer la recherche, c'était le premier niveau. L'autre niveau, c'était des centres spécialisés. Donc, vous pouvez aller là-bas, vous avez votre licence biochimie, vous avez fait l'agriculture, ou bien vous êtes sorti de l'école des ingénieurs de Chang ou de tout. Vous vous engagez maintenant dans ce qu'on appelle la recherche pour le développement. Enfin, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup, mais c'est pour qu'on se comprenne. Et c'est justement dans ce registre que s'inscrit le CARBAP. Absolument. Oui, que ce soit recherche et développement. Oui, le CARBAP. Une filière comme celle-là. Absolument. Et comment vous pouvez donc tuer un tel organisme, et même l'IRAD, comment vous pouvez tuer un tel organisme au moment où vous dites que vous êtes un pays agricole et qui doit se nourrir des produits du sol. Oui. Du sol. Ça devient incongru. Donc, à première vue, vous allez dire, mais nos chefs disent, non, ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. C'est hier ou avant-hier, vous nous parliez de Ndjobe Penja, les plantations de Haut-Penja. Et vous indignez du traitement. Non, mais justement, parce que ces choses-là, toutes ces recherches-là sont encore colonisées. Mais qu'est-ce qui leur empêche coloniser? Qu'est-ce qui leur empêche d'injecter de l'argent dans cette affaire? Parce qu'il est interdit de subventionner l'agriculture chez nous. Nous risquons d'être en concurrence avec leurs produits agricoles. C'est aussi simple que ça. D'abord, la même chose, ils subventionnent l'agriculture dans les dom-toms, dans les territoires et les départements, les territoires d'outre-mer. Mais pourquoi est-ce que le traitement qu'on fait là-bas aux chercheurs, aux agriculteurs des départements et territoires d'outre-mer est le même traitement ici? Non, vous n'allez qu'à voir. On subventionne là-bas, on ne subventionne pas ici. Donc, parce que le plantain ne pousse pas véritablement comme il fallait le pousser, on dit nous allons dans l'économie. Mais si nous apportons la recherche jusqu'à un niveau, nous risquons de ne pas favoriser ci ou ça. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'en quelque sorte, leurs habitudes alimentaires voudraient que 5% de la population de Français s'occupe de l'agriculture, mais la France mange à sa faim et exporte. Au Cameroun, dans nos pays, 95% de la population s'occupe de la nourriture, mais les populations ne mangent pas à leur faim. À leur faim. Et pourtant, c'est le CARBAP. Est-ce que nous sommes donc souverains? Voilà un domaine où les chefs d'État devraient marquer leur souveraineté. Aujourd'hui, on vous parle de plantain, deuxième génération de plantain de ceci. Vous croyez bien que ce sont les chercheurs camerounais qui ont mis en place ça? Non. On vous dit des germoirs. Lorsqu'on pense que les Camerounais veulent y mettre des idées et peut-être les moyens intellectuels pour y parvenir, on vous dit calmez un peu. Calmez un peu le jeu. En tout cas, je resterai toujours comme Charles Hamel sur ma faim. Quant à ce qu'on fait du CARBAP, on est littéralement en train de tuer ceux qui y travaillent. C'est un assassinat clair et net. Oui, absolument. Des gens ne peuvent pas rester des mois et des mois, comme on le voit, plus de 2 ans sans salaire. Ça n'a pas de sens en réalité. Donc on est clairement là dans un dispositif de meurtre, d'effacement, d'exécution sommaire d'individus, de Camerounais, de chercheurs.
Oui, Dominique Audrey. C'est pas seulement les chercheurs qu'on tue, on tue également leur progéniture. Comment les enfants de ces différents acteurs-là ont fait pour aller à l'école? Comment est-ce qu'ils font pour soigner leurs enfants? Il faudrait saluer leur courage, leur amour pour ce qu'ils sont en train de faire, pour être là toujours à continuer de travailler malgré qu'ils ne soient pas payés. Moi, le problème que j'ai, c'est que depuis 2001, du moins depuis la création jusqu'en 2018, c'est en 2018 qu'on demande à monsieur Wang, c'est Wang, Noé. Désolé, Noé, de faire le bilan, l'État. Pourquoi avoir attendu 18 ans pour lui demander de faire, de présenter l'état des lieux de la Carbab? Ça veut dire qu'il n'y a pas de réunion là-bas. On n'a pas de conseil d'administration, on n'a pas de plan de veille. Non, parce qu'on était surpris qu'il vive encore. Que la Carbab soit toujours en vie. Le Carbab soit toujours en vie. En 2013, on a lancé un plan sur 10 ans. Donc peut-être comme c'est en 2023, il faudrait peut-être qu'on attende pour voir si d'ici là, ça va se faire. Mais à la base, j'ai lu des articles qui disent qu'il y a une centaine de variétés de bananes qu'on produit là-bas. Pourtant, nous ici, moi je connais que la banane sauvage, la banane normale, la banane douce et le plantain. Et pourquoi on ne promeut pas les variétés de produits qu'on retrouve là-bas? Voilà ce qui s'est passé. Les Camerounais ont fait les recherches pour produire, ils ont réussi à produire le vin à base de la banane, le vin rouge, le vin, tout ce que vous voulez, moelleux et tout ça, y compris. Ils ont donc dit, les gens si vont rivaliser le Bordeaux, tout ce que vous voulez. Voilà le problème de fond. Donc finalement, alors, il faut donc simplement fermer. Non, nous avons des dirigeants qui, malheureusement, sont inconscients. Ça veut dire qu'il y a des budgets. On doit devoir savoir quelles sont nos priorités, injecter de l'argent là où il faut. Nous avons l'argent là. On doit avoir le courage de faire ça. Il est inadmissible qu'une structure comme celle-là soit à ce niveau-là d'indigence. On parle là d'indigence d'un organisme. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on sorte. Et ça, c'est intéressant parce que quand je vois toutes les prouesses que l'on signale d'ailleurs à l'origine des recherches sorties du Carbab, j'ai le sentiment d'ailleurs que dans ce pays, nous avons des gens qui ne veulent pas que nous avancions. Même pas. Nous avons des gens qui ont décidé de barrer la voie au développement. Ils ont dit, ok, quand vous trouvez des belles choses, vous êtes des Camerounais très ingénieux, il n'est pas concevable que le Cameroun soit un pays doté d'autant de potentialité, d'intelligence, de personnes, on va dire, étrangement intelligentes. C'est vraiment étrange comment la nature a concentré dans un territoire comme le Cameroun des gens aussi performants, aussi intelligents, et que vous ayez des personnes qui ne sont pas au même niveau de compétences, qui nous dirigent et qui malheureusement nous amènent droit vers un mur. C'est ça la réalité. Et il faut que ceux qui ont la capacité de signer, d'ordonner les budgets, puissent exécuter clairement ce qu'il y a à faire, malheureusement. Karine Sotia, quel est votre regard sur cette descente aux enfers du Carbab? C'est d'abord pour qui que la banane là est produite. Peut-être que c'est pas pour nous. C'est pour ça que ça ne dérange personne. À la base, il y a un programme qui est né en 2016, je pense le programme de reconversion économique de la filière banane-plantain, le Prébab. C'était une plateforme de partenariat public-privé pour permettre de produire plus de bananes en intégrant les entreprises privées dans le processus. Et on devait passer normalement de 2006 à partir de 2006 de 1,5 million de tonnes de production à 3 millions de tonnes de production. Oui. Aujourd'hui, on est à combien de tonnes? On ne sait pas beaucoup parce qu'on ne parle pas. On ne fait pas de bilan, on ne fait pas de rapport, on sait juste que ça existe. Je vous assure que c'est sur ce plateau, il n'y a pas plus de 3 mois que j'ai entendu parler du Carbab en juillet lors des grèves. Même les citoyens eux-mêmes ne savent pas qu'il y a des entreprises qui font la recherche de la banane au Cameroun. Donc, on fait tout pour que ça reste un secret des dieux. Comme ça concerne seulement ceux qui nous dirigent. Et là, les dividendes se partagent entre eux. Nous, ça ne nous concerne pas au final. La banane qui est produite là-bas, en Djoumbé, par où? C'est pour qui?
En tout cas, l'objectif était justement de mettre en place des stratégies pour que l'on atteigne la sécurité alimentaire. C'était clair et net. Qu'on ait en place des innovations, la transformation. Ce qui est certain, c'est que s'il y a la volonté politique, si on décide de faire en sorte que les résultats qui sortent du Carbab sont appliqués et que les Camerounais puissent en bénéficier, on le fera avec les moyens qu'il faut. On y met juste des moyens. On contrôle que ces moyens-là sont effectivement dédiés à ce qu'il faut faire et nous y allons tranquillement vers le goût du miel. Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, j'attends toujours le certificat de genre de mort. Il faudrait bien qu'on mette à notre disposition le certificat de genre de mort. De quoi est-ce qu'est mort le Carbab, monsieur Eric Fopoussi? Parce que c'est une des responsables qui avait lâché. On ne peut pas payer des gens qui ne travaillent pas. Une des responsables qui l'avait lâché comme ça, elle avait un air de dédain. On ne peut pas payer des gens qui ne travaillent pas. Je tiens à préciser que le Carbab réunit 14 pays de la sous-région Afrique. 14 pays. C'est un centre de formation, monsieur Eric Fopoussi, d'expérimentation. Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Je dis 14 pays, monsieur Eric Fopoussi, où tous envoient des étudiants qui viennent se former. Oui. Jusqu'à il y a 2 ans, monsieur Eric Fopoussi, on était à la demande annuelle en termes de plan, s'élevait à 60 millions d'unités. La demande annuelle, 60 millions. Ça veut dire que c'est un secteur véritablement porteur. Le Vietnam, la Malaisie, en plus de l'huile, a découvert le bonheur de la consommation de la banane plantain camerounaise. D'ailleurs, le Cameroun est l'unique pays qui fait de la meilleure banane dans le monde. Le Gabon qui est ici à côté ne consomme que la banane camerounaise. Je dis le Gabon. En termes d'importation, à ce niveau, le Gabon, franchement, là, tire un coup de chapeau, ils aiment bien la banane camerounaise. Monsieur Eric Fopoussi, vous ne pouvez pas vouloir le beurre, l'argent du beurre et le sourire du berger. C'est impossible. C'est pourquoi d'ailleurs, par rapport au Gabon, c'est pourquoi d'ailleurs nous consommons le plantain, c'est aussi cher parce qu'on doit faire concurrence avec. Vous savez, eux là-bas, ils ont beaucoup d'argent. Donc, quand ils viennent ici, c'est à 6 000, 7 000 qui prennent les régimes. Nous qui devons consommer sur place, ils sont les producteurs sont obligés de vendre au plus achetant, au plus offrant. Docteur Goubeyou, lorsqu'il décédait, avait laissé le Carbab à un niveau, vous ne pouvez imaginer, ô combien appréciable, avec cette variété, plus de 100 variétés de plantain. Monsieur El Fopoussi, vous consommez même des... Vous avez, à une certaine époque, notamment dans les années 2016, 2017, peut-être même 2013, allons jusqu'à 2013, on vous servait un seul doigt de banane, vous étiez rassasié. Les bananes sortant du Carbab. J'ai dit, on vous donnait un doigt qui avait la dimension de mon bras, monsieur El Fopoussi, ça vous rassasiait. C'était véritablement fariné, bien consommé. C'est de là qu'on a imaginé faire des croissants avec du plantain. On a imaginé d'utiliser ça dans la pâtisserie. Et c'est là où le docteur Goupéou a pensé avec des experts produire du vin, monsieur El Fopoussi. Et c'est là où est donc venue la mort du Carbab. Donc, vous voyez, on refuse aux gars de penser. Nous avons des ingénieurs au Carbab. Nous avons des spécialistes, monsieur El Fopoussi. Mais ils n'ont pas le droit. Ils ont juste un droit, manger et se taire. L'innovation, ce n'est pas leur affaire, c'est l'affaire de l'Hexagone. C'est ce qu'on fait en Hexagone qui est bien. Vous n'avez pas le droit. Lorsque vous pensez, on dit ça, nous, c'est à quoi il faut tuer. Rappelons-nous que le Carbab naît du CRB, M. El Fopoussi, qui est lui-même le centre de recherche sur la banane plantain, qui lui est né en 1989. Oui. 89, 10 ans après, on l'a tué pour créer le Carbab. 19 ans, bientôt 20 ans, on va tuer le Carbab pour créer autre chose. Première chose, on a délocalisé. La direction générale n'est plus à Djobé, c'est des hommes à Douala. Oui. Donc je vous dis déjà qu'on l'a tué. Le Carbab est mort. Pour le tuer, on a délocalisé la direction générale, on l'a ramené à Douala. Pour en faire de la bureaucratie. Bien sûr, pour en faire de la bureaucratie. Faire des paperasses et le reste. Loin des plantains, loin de la forêt. Voilà, loin de là. Voilà. Vous mangez les brochettes bien fumées. Et vous réfléchissez, des journées portes ouvertes. Et voilà. Voilà. Alors, non, sincèrement, ce que vous dites est extrêmement grave et j'ai le sentiment que il y a des gens qui sont au-dessus de nous et qui ont décidé de faire en sorte qu'on n'avance pas. Je rappelle que les pays d'Amérique du Sud ont décidé que le pain, le gâteau, tout ce qu'il y a, c'est à base de manioc.
On ne peut pas avoir dans un pays comme le Cameroun autant de manioc, autant de plantains, et nous serons encore à importer du blé parce qu'on veut manger du pain du blé. C'est incompréhensible, on ne comprend pas, c'est une incongruité terrible dans ce pays. On s'arrête là pour cette première partie. Restez avec nous, dans un court instant, l'émission se poursuit. Plateau, madame, monsieur, du 10-12, le zénith de ce vendredi 22 novembre 2019. Il faut rappeler que nous sommes très heureux de vous accompagner chaque matin sur ce plateau éminemment républicain entre 10h et 12h. Et donc, pour s'entamer cette deuxième partie de l'émission, on va, avec vous, Karine Sotia, lire quelques réactions de la part de nos téléspectateurs. Ils sont très nombreux, comme tous les jours, à nous rejoindre sur ce plateau. Des gens qui restent 2 ans sans salaire et se taisent. Chaque peuple a le dirigeant qu'il mérite. S'ils ont pu trouver leur compte dans cette situation pendant 2 années, le mieux est de nous dire ce qui ne marche plus pour qu'ils fassent aujourd'hui qu'ils se plaignent. Sérieusement, pendant 3 mois seulement, si vous n'avez pas votre salaire et que vous vous taisez, alors, à mon avis, vous devenez complice de votre bourreau. Ils ont grévé en 2016, ils ont grévé en 2017, ils ont grévé en 2018, ils ont grévé en 2019. Vous voulez qu'ils fassent comment? Ils se couchent sur l'axe lourd? Mais bien sûr. Vous voulez qu'ils se couchent sur l'axe lourd pour qu'on réalise? Ils ont fait des grèves qui ont été matées, monsieur le dire. Donc quand les Camerounais disent ça, c'est des choses qui énervent. C'est vrai. Au Cameroun, c'est pas seulement au Carbap, c'est vrai. Voilà seulement la situation. On nous a zombifiés. Non, j'ai le sentiment, et je l'ai dit ici, avant la présidentielle 2018, j'ai le sentiment qu'on nous a zombifiés, qu'on nous a frigorifiés. J'ai le sentiment. Les Camerounais sont très amorphes. Les Camerounais acceptent tout. D'ailleurs, j'écoutais quelqu'un dire ce matin dans un taxi que les Camerounais acceptent tout ce que le président Paul Biya veut, mais qu'en retour, ils n'ont pas le sentiment de recevoir ce que eux, ils veulent. Je leur ai dit, mais si vous commencez à devenir une patate et qu'on vous mange cru ailleurs, ils sont des bacabos, ils ne veulent pas qu'on les mange crus. C'est un constat, les Camerounais, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui est quelque part, qui a convoqué une je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on le sait. C'est un peuple très passif. On vous a envoyé dans les églises, on a ouvert les ventes emportées et on a créé le football. Donc ce qui va avec vente emportée va avec sexe. Voilà. Parce que vous... C'est ça. Oui, absolument. Bon, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les armes de dissuasion. Voilà. L'autre chose, on fait exprès de ne pas faire émerger les syndicats des partis politiques. Donc en réalité, l'action qui se passe au CAPAP, puisqu'il s'agit de cet organisme-là, ça aurait été qu'ils envoient à la hiérarchie, au ministère de la Recherche. Lorsque les individus se limitent là, les partis politiques devraient s'en occuper. Puisque en fait, ça dépasse le cadre syndical. Très bien. Maintenant, les partis politiques n'en parlent pas. C'est ça, en fait. Ils devraient en faire j'allais dire les champs de bataille. C'est la même chose. La vérité, c'est que dans ce pays, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les Camerounais sont passifs parce qu'ils ont décidé de subir le mal le plus homéopathique compatible. Ils ont pensé que... Quand vous écoutez les gens... Ils ont dit qu'ils allaient noyer leurs soucis dans l'alcool. Quand vous écoutez les gens, ils vous disent qu'on va faire comment? Je veux voir mes enfants grandir. Les gens disent ça. Les gens vous disent que non, moi je ne veux pas faire de la politique. Je ne peux pas dénoncer quoi que ce soit. Je veux voir mes enfants grandir. Quand on part sur ce postulat-là, c'est normal qu'on subisse des mois et des mois sans salaire. C'est comme ça. Ils le disent depuis 90. Oui. Aujourd'hui, les enfants ont grandi. Ils ont été compressés. Ils sont entrés dans la moto. Les enfants sont venus les retrouver dans la moto. C'est bien. Quand vous faites comme ça, applaudissez-les. Voilà. Oui, il faut applaudir parce que les enfants sont venus les retrouver dans la moto. Non. Et c'est bien. Expliquons que l'éveil citoyen, pour les Camerounais, a encore du chemin à faire. Je veux dire que parfois, je rougis quand je vois ce qui se passe en France, le 5 décembre prochain. Non, mais je rougis. Je vous dis que moins d'un an, 6 mois seulement après que Emmanuel Macron a été élu, c'était écrit, tagué partout, Macron démission. Veut dire que il est élu en mai. Voilà des pays. En période d'hiver, en décembre, ils ont descendu dans la rue pour lui dire de partir. Oui. Quel est le modèle politique sur lequel s'appuie le Cameroun? Aucun modèle. Quel est le modèle sur lequel s'appuie l'éducation au Cameroun? Rien. Aucun. Oui. Quel est le modèle sur lequel s'appuie le système de santé au Cameroun? Voilà. Et ce qui est encore grave, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais
il y a quand même un travail à faire sur l'éducation à la citoyenneté dans ce pays. Je sais pas là. Je me suis moulé dans une discussion le week-end dernier dans un quartier à Douala où j'ai vu des jeunes rassemblés qui expliquaient quels sont leurs problèmes et je leur ai demandé est-ce que vous savez à quoi sert le Parlement camerounais? Je vous dis que ces gars ne savent pas que le Cameroun a un parlement, à quoi ça sert, à quoi... Les gens n'ont... Les choses basiques, la majorité des Camerounais ne savent rien de ça. C'est pas contenu dans les cours d'éducation civique à l'école primaire. Ce n'est pas tenu et ce n'est pas connu dans les cours. Le rôle de l'Assemblée nationale, le rôle du Sénat, ça n'a pas été introduit comme cela devrait être fait. Maintenant, les députés eux-mêmes, ils savent leur rôle. Actuellement, où nous parlons, depuis lundi, on coupe l'énergie électrique à Bonapriso de manière systématique. Ceux qui aspirent à être députés ne peuvent pas obtenir leur déclaration au nom des dépenses. Mais est-ce qu'ils parlent? Ils ne s'en plaignent pas. Il faut préciser que c'est depuis l'ouverture, depuis le lancement. Lundi, c'est la date de fermeture. Mais est-ce qu'ils se sont au moins constitués en association pour faire constater par un huissier? Non, ils observent et ne le coupent. Et ne peuvent pas progresser avec leur dossier dans les centres divisionnaires des impôts. Mais ils observent, ils regardent. D'accord. Donc, comme vous dites, je partage votre point de vue, on nous a zombifiés. Voilà. C'est l'unique explication plausible qui nous facilite l'intellection. Un autre message sur la page Facebook. Nos dirigeants qui chaque fois bombent le torse pour parler de souveraineté du Cameroun devraient donc, face à cette situation, agir pour nous prouver effectivement cette souveraineté. Nous avons des sorciers au pouvoir qui ont volontairement décidé de mettre ce pays si riche que à terre. Comment ferons-nous donc l'agriculture de 3e génération si nous tuons nos centres de recherche? Prenez le cas du Bénin à l'heure actuelle et du Nigeria. S'étant rendu compte que les chiffres d'affaires par mois, ils sont en recul libre de plus de 80 milliards par mois, monsieur Rifopoussi, au niveau des négociations sérieuses ont été entreprises entre Talon et Boari, monsieur Rifopoussi. Ils ont repensé désormais en telle enseigne qu'il n'y a pas une seule personne qui gagne, mais que les deux aussi gagnent en termes de facilité. Ça, si on l'avait envisagé au Cameroun, on serait très loin, monsieur Rifopoussi. Mais tout le monde va en France. Ils ont oublié qu'il existe là-bas un pacte agricole commun avec l'Union européenne. Ça veut dire que lorsque la France veut vous dire créer des centres de recherche, vous vous asseyez et on dit, vous les pays tel, tel, tel. Lorsque vous venez, vous définissez parallèlement un pacte agricole commun pour dire la banane plantain au Cameroun, nous, ce sera là. Les autres pays qui ne cultivent pas la banane plantain, comment on va procéder? Justement, la farine pour faire, vous avez dit tout à l'heure, le pain, le tout, il faut faire la farine de plantain, farine de manioc. Mais il y a quelqu'un qui s'est assis dans ce pays, je ne sais pas combien il gagne en termes de rétrocommission, et qui accepte que nous continuions à importer du blé pour faire la farine au Cameroun. C'est inacceptable, c'est pas possible. Mais vous savez que le blé... on importe aussi le maïs. Mais on importe aussi le maïs qu'on peut... Et les haricots. Et le haricot. Voilà, en tout cas, il faut bien qu'on s'entende sur notre degré de patriotisme, le degré d'amour que nous avons pour la patrie, pour notre terre chérie. Pour la terre chérie, ben oui. Non. Le patriotisme, c'est-à-dire que... Vous ne pouvez pas parler... C'est-à-dire que désormais, je suis outré que le pain qu'on mange chaque matin, que les Camerounais mangent chaque matin au petit déjeuner, c'est un pain qui est issu d'une farine de blé, lequel blé est importé. Vous dites que les Camerounais font... Il y a des champs de plantain, les champs de manioc. On peut décider désormais d'imposer que les farines soient uniquement... Monsieur Eric Fopoussi, la notion de patriotisme inculquée aux Camerounais n'est patriote que celui qui chante matin, midi, soir, Paul Biya président, Paul Biya président. Lorsque vous vous tournez, celui qui chante la politique, qui encourage la politique impulsée sous le président Biya, lorsque vous vous tournez en décidant de dire qu'attention, le régime de Yaoundé, la politique qui est en train de développer n'est pas bonne, monsieur, vous devenez un antipatriote. Vous devenez quelqu'un qui pactise avec les prédateurs, qui souhaite faire de la prédation au Cameroun. Il faut le retenir, c'est ça, ce qu'ils sont en train d'inculquer aujourd'hui aux jeunes. Et la preuve, vous êtes surpris que c'est des professeurs pleins qui se réclament, qui gueulent, qui comptent sur les plateaux de télé, qui viennent dire de telles ignominies, monsieur Rifopoussi. Des ignominies inacceptables. Oui, des incongruités. Et c'est terrible parce que ce que vous dites est tout à fait réel. Je me suis dit, et je continue à le dire,
Au Cameroun, le biaïsme est un synonyme parfait du patriotisme. Il ne faut pas se leurrer, c'est la vérité. Lorsque vous êtes biaïste, vous êtes un patriote, vous êtes un patriote et ça se voit. D'ailleurs, imaginez ce qui a été créé sur la place européenne pour faire face à ce qu'il y a comme code et tout ça, c'est la brigade patriote. Donc il faut qu'on sorte. Monsieur Eric Fopoussi, de cette en 2017, je cite, le professeur Famendongo est allé inaugurer un nouveau département à l'IUT de Banjul. Des étudiants ont présenté, je le parle à Mondovision, si c'est les images qu'ils veulent, on va présenter les images. Je vous assure, les étudiants ont présenté des ferries. Des ferries pour toutes les zones fluviales du Cameroun. Des ferries. Ils ont présenté, monsieur Eric Fopoussi, une voie ferroviaire qu'ils étaient capables de construire et de réaliser. Ils ont présenté des minibus qui pouvaient faire, je dis 2017. Ils ont dit, monsieur le ministre, tout ce qu'on vous demande, trouvez-nous le financement, même avec un début de 10, 15 millions pour une phase d'expérimentation. Vous allez vous rendre compte qu'on peut largement sortir les produits du Ndé pour le Noun, du Noun, on peut trouver pour Bafoussam, on peut facilement mettre sur pied, trouvez-nous un financement. Il s'est contenté de deux choses. Allez sur la page Facebook, allez sur la page du ministère de l'Enseignement supérieur, il s'est filmé, M. Eric Fopoussi, avec coupant des rubans, coupant de ceci. On a applaudi, il a déjeuné, il est rentré. Voilà ce qu'on vit au Cameroun. Ce sont eux qui enterrent, M. Eric Fopoussi. Ce sont eux qui enterrent la recherche, ce sont eux qui enterrent parce que personne ne doit penser plus que le Manitou de ce pays. Et moi j'ai le sentiment, je veux dire, ce ministère, le ministère de la recherche scientifique et l'innovation, ça nous sert à quoi là? Je veux dire quels sont les résultats concrets dans le quotidien des Camerounais? Que les gens ne s'arrêtent pas dans les séminaires, ateliers et financements. Simon Achidi Achou avait dit politique Nandjangi. Donc, quand vous m'aidez à avoir des gains électoraux, je dois vous rétribuer. On crée des postes ministériels. La politique au sens le plus barbare du terme, hein, c'est pas noble de dire ça. Bien sûr, parce que politique doit être améliorée la vie des Camerounais. Alors, Karine. C'est toujours la faute des Ouatt. L'Union européenne a donné 25 millions d'euros au Cameroun pour la recherche dans la banane. Mais nos dirigeants ont mangé avec leurs amis. Voilà, malheureusement. Ils ont remis cet argent dans les banques européennes et l'Europe sait. Ça veut dire que c'est une complicité. Ça s'appelle collusion incestueuse. Non, il faut aussi avouer que la responsabilité de nos dirigeants est totalement engagée. Non. Elle est totalement engagée. Ils sont mis pour cela, cher ami. Qu'ils soient mis, mais ils peuvent se révolter. Un esclave qui refuse de se révolter, il va. Donc, vous avez les chaînes. Vous décidez toute votre vie. Non, c'est un esclave qui a pris conscience qu'il est un esclave. Mais lorsque vous êtes un esclave et vous pensez que votre vie est meilleure, vous ne pouvez pas vous révolter. Vous pérennisez le contrat colonial. C'est donc ceux qui estiment que on peut vous libérer de ces chaînes qu'il va se rendre. C'est pour cela que je suis d'accord avec vous de parler de l'éducation à la citoyenneté. Donc à ce moment, pourquoi De Gaulle était obligé de faire un coup d'État en 58? Oui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, il faut qu'on soit d'accord. Nous avons un peuple camerounais dans sa majorité. J'ai cru que nous étions suffisamment avancés, mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les mécanismes institutionnels. Je commence à le comprendre, et c'est pourquoi ces gens-là peuvent être embarqués dans les opérations de tromperie électorale, de bétail électoral. Parce que c'est impossible que vous ayez des Camerounais, j'étais dans un quartier à Douala, un quartier qu'on pas soupçonné d'être un quartier des quartiers, mais des jeunes ne savent pas ce que c'est qu'un Premier ministre, ce que c'est qu'un ministre, un député, ne comprennent pas les mécanismes institutionnels, ne comprennent pas que telle chose peut être faite comme ça, mais c'est grave. On a touché le fond, monsieur Eric Fopoussi, nous avons un jeune Camerounais, monsieur Ngamba Loïs, qui a monté un projet qui allait rencontrer, je pense bien, l'ancien ministre, M. Eric Fopoussi de la Santé, et qui lui a dit, mettez-nous, nous sommes sortis de l'UDM, nous sommes nombreux, des jeunes médecins sortis de l'UDM, nous trimons. Nous avons l'arrière-pays, les différents pays, l'arrière-pays qui n'ont pas la possibilité d'avoir des centres de santé. Mettez sur pied des unités mobiles. Il y a plein de véhicules ici, là, qui chôment au ministère. Donnez des véhicules, adaptez-les. Nous, on va descendre, faire des consultations. Au lieu d'attendre des gens qui viennent de la diaspora, nous, on va rentrer, discuter avec les populations, zone, par semaine, nous descendons. Nous faisons 2-3 jours, on consulte les gens et tout pour éviter ce déplacement des gens vers cet exode. On a dit, mais tu es qui pour penser? D'accord. Voilà la réponse qu'on a. Dans un pays, tu es qui pour penser? On suit la politique impulsée depuis le haut. Le bas n'a jamais pensé. Voilà, le coito ergo sum de Descartes, je pense, dont je suis, on nous l'interdit.
un droit de l'homme aussi fondamental. On va évidemment prendre tout de suite, Karine Sontia, avec vous, la revue des réseaux sociaux. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux aujourd'hui, on a deux sujets. Le premier, c'est cette épidémie de choléra dans la région du sud-ouest, à Idibato, et puis c'est dans le district de santé de Bakassi. Depuis le 13 novembre, annoncé par le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, qui a annoncé aussi que des mesures ont été prises pour limiter les dégâts, mais seulement on nous dit que désormais c'est 6 morts de choléra dans la région du sud-ouest, 2 à Idibato, 4 à Djabane, 34 cas suspects et 1 cas confirmé, 3 dans 3 localités touchées, c'est-à-dire à Idabato, à Djabane et à Ekondo Titi. Alors, c'est quand même terrible, hein. Nous sommes le Cameroun, on peut être de recherche. 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle, les Camerounais meurent toujours de choléra dans les hôpitaux. C'est quand même terrible. Et moi, sincèrement, j'ai envie de griller une larme pour ce pays, avec autant d'éminences grises que nous avons. Je rappelle que nous avons pris des mesures fortes lorsqu'il fallait justement bénéficier des financements de l'OMS. Même ces mesures-là ont été galvaudées par des personnes qui sont assises dessus, en pensant que les financements arrivés de l'OMS devaient servir leurs poches et leurs familles. On a vu des ministres où vous avez des cambriolages à domicile, où on vous parle des montants en espèces sonnantes et trébuchantes de leur domicile. Vous vous dites, mais comment un individu peut avoir autant d'argent en espèces à la maison? Ça veut dire que ce n'est pas que c'est à la maison chez lui. Donc un manque de Worobengan, c'est comme un disque qui tourne de manière illimitée. Nous parlions de Douala, de Yaoundé, nous parlions également de l'extrême nord, les cas de choléra. Maintenant, c'est le sud-ouest, le Cameroun qui ne cesse de subir des patates chaudes et pourtant des choses qu'on peut éviter. Non, effectivement, il y a certaines maladies qui font honte. Le choléra, c'est une maladie de la saleté. C'est pour ça qu'un délégué régional vous a dit: que faites-vous avec les chiffres? On ne veut pas. Justement, lorsqu'il y a des cas déclarés de choléra, dans le monde entier, on dira voilà un pays sale. Le corps médical a souvent quelque chose qui passe comme des préceptes chez eux. On dit prévenir vaut mieux que guérir. Ça résume tout. Rester dans un environnement sain, eux-mêmes ils le disent. Mais comment le Cameroun ne peut pas mettre ses populations dans un environnement sain? Ou si vous voulez, pourquoi les dirigeants, parce qu'on revient dans patrie, paix, travail, patrie. Patrie, c'est un territoire, un peuple et un gouvernement. Pourquoi le gouvernement a choisi de mettre ses populations dans un environnement sale, afin de mourir de choléra? Voilà la problématique qui se pose aujourd'hui. Et justement, c'est précisément parce que ces gens ne veulent pas amener la population à participer à son développement. Ils vous disent, restez tranquille, on vous donne. Quelqu'un pense à Yaoundé, on viendra vous dire. Or, ici, il y a la politique sectorielle de la santé et les politiques d'urgence de la santé. Les politiques d'urgence de la santé, c'est encadré par les collectivités territoriales décentralisées qui devraient avoir un regard critique sur les hôpitaux de district, les hôpitaux d'arrondissement, les centres de santé intégrés. Tout à fait. Voilà. Donc, ça veut dire que ces médecins, ce corps médical qui vient, le maire et les conseillers municipaux de la localité devraient, écouter, avoir un certain nombre, un type de comportement à adopter. Sinon, vous mourrez de saleté. Comment au XXIe siècle, on vous dit les Camerounais meurent de saleté? Parce que quand on vous dit choléra, oui, on va dire maladie, mais c'est la saleté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, c'est la saleté. Il faut aller chercher des gros dictionnaires. Les Camerounais sont sales. Pour expliquer ça. Oui. Et d'ailleurs, j'entends parfois des hommes politiques qui bombent souvent le torse devant les États-Unis, la France, en disant que non, eux, ils ne sont rien. Le Cameroun est tellement vulnérable qu'il suffit qu'on nous inocule un petit virus, une arme biologique pour que tous les Camerounais meurent. C'est quand même terrible. Vous, les gestes élémentaires de santé, des choses que c'est le B.A.B.A. Lave les mains, voilà. On ne connaît plus ça. Oui, Chalamel. Pourquoi le sud-ouest? Posez-nous la question. En pleine période de guerre. Je m'arrête là.
Chalamel. On a bien compris. Mais... Oui, non, écoutez, on a bien compris. Mais j'ai compris à ma façon. Voilà. En estimant, comme s'il y a la guerre, l'État n'est pas très présent sur place pour gérer 2-3 choses. C'est pourquoi ils sont plus vulnérables. Voilà. C'est volontaire. C'est le ministère de la Santé publique qui a rendu public ces informations. Ça veut dire que l'État est présent. Ou alors c'est volontaire. L'État est présent. C'est programmé. D'accord. Dominique, vous avez votre commentaire, je vous en prie. Oui, moi, au sud-ouest, aujourd'hui, je pense qu'on aurait pu prévenir ce cas de maladie parce qu'on sait tous que le choléra, c'est une maladie qui est liée à l'eau, à la qualité des médicaments, des aliments de l'eau, et de l'eau qu'on consomme. Il y a également les fruits de mer crus qu'on consomme qui partage le choléra. Voilà, propage le choléra. Le vibrion cholérique. Oui. Je ne sais pas pourquoi, pas seulement au sud-ouest, il n'y a pas véritablement de campagne de prévention de cette maladie-là, Monsieur Fopoussi. Dans le sud-ouest aujourd'hui, il y a des gens qui sont en surnumération. Il y a trop de gens amassés de ce côté-là. Et normalement, on aurait dû avoir des équipes là-bas sur le terrain qui allaient prévenir ça. Comment est-ce que les gens vivent là-bas? Depuis 2018, on parle du choléra au Cameroun. Qu'est-ce qui est fait pour venir à bout de cette maladie-là? Moi, j'ai envie de dire qu'on doit donner de l'eau, une bonne eau, une eau saine aux Camerounais. Et il faudrait maintenant que les Camerounais eux-mêmes aient une bonne hygiène de vie. Ne faites pas les sels n'importe où. Faites attention aux enfants parce qu'en même temps, si ça va un peu partout, vous allez consommer cette eau-là, vous allez cuisiner avec et c'est vous qui allez mourir. Et maintenant, même, Monsieur Fopoussi, j'ai lu des articles de santé qui disent que le choléra se soigne facilement avec des sels de réhydratation et un certain nombre de trucs. Donc, je ne comprends pas pourquoi au Cameroun, on en meurt encore. C'est ça, j'ai commencé par là, en disant qu'au Cameroun, au 21e siècle, on ne devrait plus mourir de choléra. On meurt encore de choléra. C'est comme une diarrhée. Alors, c'est intéressant parce que, je le dis encore parce que c'est intéressant de le souligner, le nouveau ministre de la Santé publique, Dr Madaouda Malachi, il est arrivé avec beaucoup de bonne volonté. D'ailleurs, il faut le saluer pour ça. Mais, sauf qu'on est en train de replonger dans le cauchemar qu'on avait avant qu'il n'arrive. Comme quoi, c'est pas en faisant une descente ici et là qu'on résout fondamentalement le problème. Il faut, de manière systémique, adresser la question pour résoudre tout ce qui arrive au Cameroun. Alors, le sujet qui arrive maintenant, oui, avant qu'on ne passe à autre chose. Le dernier cas de choléra dans cette zone remonte à plus de 10 ans. Oui, vous avez raison. Merci. Voilà. C'est une région très propre. Vous avez raison. Juste cette précision, monsieur. Oui, vous avez raison. Mais je refuse de faire le lien que vous voulez faire. Alors, je refuse complètement de faire le lien que vous voulez faire. Je n'ai fait aucun lien. Alors, le sujet qui arrive maintenant, c'est peut-être le sujet le plus important de la semaine. Dans votre revue des réseaux sociaux, Karine, ça permettez-moi de vous le dire. C'est le sujet sûrement le plus important cette semaine. Allez-y. On parle de conduite d'eau de Camwater, cassée, poteau électrique des Néo tombé, menaçant d'entraîner un transformateur à Malangué, axe hôpital général. Ce matin. Voilà, nous sommes là au Carrefour Conquête, pour ceux qui ne comprennent pas. On est donc près de l'hôpital général là-bas. Alors, ce qui se passe dans ce pays c'est insupportable parce que les Camerounais, il y a des choses qui se passent dans ce pays. Nous pouvons mourir comme nous voulons. On meurt des choses vraiment basiques. Il s'agit là d'un poste transformateur à côté. Il s'agit du conduit d'eau Camwater qui est, comme vous le savez, cassé. Et il s'agit d'un poteau qui visiblement est tombé. Donc, voilà 3 éléments. Au même endroit. Au même endroit, qui peuvent créer une hécatombe. Et on va dire que le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc, voilà en réalité ce qui se passe. Il y a comme ça, à Douala, partout au Cameroun, des milliers et des milliers de cas. Vous avez parfois un poteau électrique qui tombe. Ça fait des mois et des mois, personne ne vient remplacer. Et bien, des cas comme ça, on en compte des milliers et des milliers au Cameroun. Mais on ne comprend pas ce qui se passe. Excusez-moi, je vous coupe pas. C'est pas vous qui nous avez monté cette route si on mettait les pavés qui allaient... Absolument, oui. Depuis ils ont arrêté les travaux. Ah bon. C'est normalement... La route n'est pas achevée. Normalement, la route
quittait de Carrefour Hôpital des Sœurs à Lopom pour déboucher sur Carrefour Conquête à Makepet devant l'hôpital général. Voilà comment la route là devait se faire. Mais depuis là, rien du tout. On navigue comme ça, à vue. Tout est arrêté, ça ne bouge pas. On casse les conduits d'eau de Kambouata, on casse les poteaux et on laisse, on s'en va. Oui. C'est vous qui parliez donc tout à l'heure qu'on a zombifié les Camerounais. Voilà un autre cas. Oui. Et vous verrez que, comme disent les Ivoiriens, il y a les bobos qui existent là-bas et ils ne font rien. Vous permettez quand même de faire quelque chose. Est-ce que vous savez que les Ivoiriens, se moquent de nous dans leur pays? Il me semble que Guillaume Soro a voulu se représenter là pour un projet et tout. Et il a voulu, quelqu'un lui a dit que, attention, nous sommes les Ivoiriens, pas les Camerounais, pour lui dire que ce que tu dis là, c'est là-bas que ça marche. Ici, chez nous, quand tu dis, on vérifie. Voilà. Donc, pour dire qu'ils se moquent de nous comme étant, parce qu'ils ne comprennent pas que les Camerounais aient accepté 37 ans de suite au même président. Pour eux, c'est impensable. Les Ivoiriens pensent, ils ne comprennent pas ça. Comment un pays qui ne se porte pas bien a pu accepter 37 ans durant un même président? Oui. Mais vous avez un passage, une route comme celle-là, on engage les travaux, on ne finit pas, on vous casse les conduits d'eau, on vous détruit vos installations électriques, vous risquez de mourir tout le temps parce que vous ne buvez pas l'eau depuis le mois de mai et vous êtes tranquille. Vous pensez que Jésus, Mahomet et Bouddha vont se réunir au ciel pour organiser l'Assemblée générale des saints et pour décréter, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible ça. C'est ça même. Non, franchement. Ça sort de la compréhension normale. Mais absolument. Des êtres humains. Il faut être un être évolué pour comprendre ce qui se passe au Cameroun. Je comprends pourquoi vous avez dit qu'être Camerounais, c'est un métier. C'est une profession. C'est une profession à part entière. Avec un salaire à la fin du mois. Alors, oui, Chalamel. Ce matin, M. Eric Fopoussi, j'ai assisté à une scène qui m'a pratiquement révolté. C'est au niveau d'Aqua, où un monsieur il était dans les véhicules de l'heure. Les véhicules de l'heure, comme on peut dire, bien battus, je ne sais pas si c'est V9 ou V10, bien fumé, il a baissé la vitre, M. Eric Fopoussi, il a raclé le gosier, il l'a envoyé. Malheur à la prise, c'est tombé sur un monsieur, tout son vomi s'est tombé sur ce monsieur. Quand le monsieur s'est mis à crier, le véhicule allait, mais c'était sans savoir qu'il devait avoir le feu rouge, et qu'il devait avoir des véhicules. Ça a stoppé, et finalement, c'est une armée de Bentikina qui, ayant vu la scène, sont venus bloquer le monsieur. Quand il a baissé, je ne vous dis pas, c'était une petite autorité, mais un opérateur économique de ce pays qui venait de poser le geste. À partir de là, vous pouvez comprendre jusqu'où les Camerounais, M. Eric Fopoussi, ont touché le fond, c'est-à-dire en termes de civilité, en termes de civisme, en termes du respect de la propriété d'autrui. Voilà monsieur qui a conçu sa barrière. C'est sa barrière. C'est son argent. Personne ne l'a aidé à construire cette barrière. Voilà un poteau qui choisit de venir s'y adosser. Quand vous regardez déjà le nombre de temps que ce poteau a mis avec les filets sur le mur, ça ne date pas d'aujourd'hui, monsieur Eric Fopoussi. Premier point. Vous voyez là, ça a endommagé littéralement les fils qui pendent, l'insécurité, le traumatisme de sa femme s'il est marié et de ses enfants. Mais attendons, posons-nous toutes les bonnes questions. La peur au ventre. La peur au ventre, à tout moment, on peut m'appeler au service que boum, 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 il faut que je cours pour rentrer à la maison. L'incertitude. Et peut-être on vient même faire le prélèvement de sa consommation. Quand même, monsieur Eric Fopoussi, parfois vous appelez ces services, les numéros qu'on divers qui sont devenus extrêmement payants et trop chers. Lorsque vous lancez l'appel pour signaler, parfois c'est au nez qu'on vous raccroche, parfois on ne prend même pas la peine de vous écouter. À des moments, on dit, monsieur, on vous rappelle, on ne vous rappellera jamais. Vous vous déplacez pour aller signifier. On vous demande de devenir subitement architecte ou alors géographe pour faire le plan de localisation dessiné comme un... D'abord, c'est quelle aberration camerounaise ça? Moi, je ne comprends pas comment... Non, mais c'est une aberration camerounaise. Les pays sérieux au monde, c'est quoi qu'on a... Qu'est-ce qu'on appelle plan localisation? Vous localisez là où il y a eu impact, où il y a eu sinistre. Vous devez délocaliser jusqu'à dessiner la position du poteau par rapport au mur. Je vous dis qu'il y a des équipes. Vous avez... Non, mais... Merci beaucoup de me permettre d'avoir cette perche-là. Justement, le Cameroun devait être aujourd'hui dans une forme d'adressage de ces rues. Absolument. De telle sorte que lorsqu'on vous dit que je sors de tel endroit,
on numéro votre maison, on sait d'où vous êtes. Et avec il y a votre une téléphone portable, normalement. Ça veut dire que si nous avions des gens qui travaillent normalement, nous ne serions pas là à dédosser plein de localisation. Je trouve quand même que c'est quand même une aberration pour un pays comme le Cameroun, avec autant d'intelligence que nous avons. Avec autant d'intelligence. Ça qui est un paradoxe pour ce pays. On a les plus grands cerveaux du monde, mais malheureusement, on est toujours en train de faire des choses comme du bricolage. C'est-à-dire que c'est comme un gars qui bricole. Il fait semblant de faire, mais il ne fait pas. Il avance un peu, il avance, il recule derrière. C'est quand même terrible. Dominique Audrey. En 2018, en Dokpasi 3, il y a 3 poteaux qui sont tombés. De la même manière, juste avec les vents, les pluies, c'est tombé comme ça. À Bébanda Omnisport, c'est un petit garçon de 12 ans qui est mort parce qu'il a été électrocuté par un fil qui traînait à même le sol. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'en France, lorsque vous appelez, les équipes ne prennent même pas 3 jours, que ce soit pour la connexion Internet, que ce soit pour l'électricité. On déplace des équipes qui viennent contrôler sur le terrain du problème et on résout le problème. À l'instant que vous pliez, on vous donne déjà une personne qui va avec vous. Et maintenant, s'il s'avère que vous avez appelé pour déranger, on peut vous poursuivre en justice. Pourquoi? Qui sont les responsables de cette société-là? Parfois, vous voyez, le poteau est comme ça. Presque au sol, et les gens traversent tous les jours pour aller à l'école. Si ce monsieur n'avait pas la barrière, c'est qu'il serait mort certainement avec sa famille aujourd'hui. Et personne, ça ne gêne personne. On veut pousser simplement les gens à la révolte. On attend que les gens meurent pour que les choses soient faites, pour qu'on envoie une délégation sur le terrain du ministre de l'énergie et autres là pour venir faire des discours aux gens. Il y en a marre. Hein. Il faut faire une petite précision. Les gars qui travaillent, on en a au sein des néo. On a des gars, franchement, qui travaillent. C'est pas une question de... Mais non, on parle du Cameroun entier. Oui, monsieur, il faut pousser. Oui, je reste sur le domaine qu'on vient de préciser. Vous savez, le principe de cette maison... Citez-moi un seul secteur au Cameroun qui marche. Permettez-moi de dire... Vous fixez sur le... Citez-moi un seul secteur au Cameroun qui marche. Je suis l'une des personnes qui le décrit à suffisance, vous le savez. Mais j'ai pris le cas des images qu'on vient de présenter tout à l'heure. L'administration, la paperasse tue cette structure, monsieur Eric Fopoussi. Lorsqu'on vous dit qu'il y a la personne qui a une équipe qui va venir faire les devis. Les devis vont aller à Koumassi. Le temps d'étudier, d'analyser, d'adresser, ça va vous prendre des semaines. Moi, je pense que pour ça, parce que là, monsieur Fopoussi, il faut dire que la majeure partie d'incendies qu'on a aujourd'hui, on ne s'est passé outre, on a dit que la garnison avait brûlé, on n'en a pas parlé de l'incendie de la garnison. Mais il y a eu un incendie à Maison des Martyrs, on a dit qu'il y a eu un incendie. La majeure partie des différents incendies vient du fait... C'est beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Monsieur Fopoussi vient du fait qu'il n'y a jamais eu d'analyse radiographique. Il n'y a même pas eu une étude, on n'a jamais fait une étude de thermographie par infrarouge, monsieur Fopoussi, dans les boîtes, comment vous appelez ça, les boîtes électriques, les différentes structures. Regardez comment est fixé, regardez comment est fixé, monsieur Eric Fopoussi, ce transformateur. Il est où? Regardez sa distance par rapport au bâtiment. Sauf que nous ramenez l'image, vous allez voir. C'est déjà un danger. Vous vous imaginez qu'à des moments, lorsqu'il y a surcharge, vous entendez, lorsque vous passez à côté d'un... Vous voyez, à des moments... Dites-vous, monsieur Fopoussi, que ça là, on parlait de haute tension. Vous savez ce que ça fait de vivre à côté d'un transformateur et qu'à tout moment ça peut lâcher? Bien sûr, bien sûr. Que les autorités déplacent toutes les personnes qui vivent autour. Tout simplement qu'ils prennent leurs responsabilités. Si vous laissez les gens comme ça, qu'est-ce qui a trouvé est-ce que c'est le transformateur qui a trouvé les populations? Si le transformateur a trouvé, vous déplacez les gens, vous laissez dans les gens. Je dois vous dire que cette affaire est du ressort du sous-préfet du Douala 5e. Absolument. Quand on parle de préservation de l'ordre public, c'est ça en réalité. C'est la tranquillité publique. Monsieur Fombele il faut qu'on explique aux gens. Monsieur Fombele vient d'arriver. Non, mais Chalamel, il vient d'arriver. Monsieur Fombele vient d'arriver pour avoir l'excuse. Il n'a pas d'excuse. Il n'a même pas fait ses tournées. Il n'y a pas d'excuse. Il n'est pas aussi sur monsieur Fombele. Il y a la continuité de l'administration. Il vient à peine d'arriver. Je crois que on ne vient pas de crier. Chalamel, connaissant comment marche la préfecture au Cameroun, avant qu'un sous-préfet ne prenne fonction, il a été briefé à 100% de là où il va. Monsieur Eric Fopoussi, là où il va, attention. À un moment donné, prenons aussi la mesure. Je ne le défends pas, mais je dis, laissons-lui le temps. Je crois que la prise va descendre sur le terrain. Oui, il va descendre sur le terrain. C'est parce que, oui, c'est ça le Cameroun. Combien de mandats très longs, 7 ans de mandat. Quand un président arrive, il dit que j'ai le temps d'abord de faire le tour. Aux États, c'est 4 ans, monsieur. Vous n'avez pas le temps de regarder. Vous devez avoir un résultat tout de suite. Vous avez raison de l'interpeller. Avant, dès qu'il l'installe là,
les premières réunions, c'est la sécurité, c'est des agents, c'est-à-dire jusqu'au chef de bloc. Donc, il a le tableau de bord de sa circonscription administrative. Dès le lendemain, on nous a habitués, les mandats n'ont 7 ans de mandat, on a le temps de tourner, on tourne. Le connaissant, je dis, on a vu ce qu'il a fait à Konsamba. Je dis pour lui, on a vu ce qu'il a fait en conservatoire, M. Eric Fopoussi. Je peux dire que je ne réponds pas de lui, mais j'estime qu'il est il a dressé des élus locaux qui n'étaient pas en phase, donc je pense qu'il va le faire. D'accord. Alors, merci Karine. Je vous l'avais dit, c'était votre sujet piquant et touchant pour cette semaine parce que ça touche les Camerounais dans leur majorité, dans leur immensité, le sentiment d'être en insécurité. Partout et n'importe quoi. Ça veut dire que vous pouvez mourir des choses bêtes, des choses pour lesquelles vraiment c'est même pas possible. On va donc vous remercier Karine pour ça. Et tout de suite, on bascule au plateau B avec Constellamine. Nous parlons ce matin des produits Inesfly commercialisés dans plusieurs points de vente. Et pour en parler, Constellamine, dont je vous l'ai dit un instant, nous retrouve Consti. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous les clients du concept Salaka et bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission. Alors votre concept de vente des produits de qualité à prix très très bas s'installe une fois de plus ce matin pour parler d'une gamme de produits d'une qualité exceptionnelle. Véritable santé, véritable bonne humeur ce matin avec bien entendu la gamme des produits Inesfly. Ces deux grands produits qui constituent cette gamme. De l'autre côté, on a bien entendu des peintures insecticides Inesfly et de l'autre côté, bien entendu, le détergent liquide insecticide Floor Cleaner. Voilà donc les deux produits qui vont donc constituer la grande vente de ce vendredi matin. Le temps de rappeler bel et bien à tous nos téléspectateurs que ces produits, vous les retrouverez dans plusieurs points de vente du Cameroun, à savoir les supermarchés Santa Lucia de Douala et Yaoundé, les supermarchés Dove de Yaoundé, les Salier Spar du côté de Bonanjo et bien entendu auprès de certains revendeurs. Ça, c'est pour ce qui est de la gamme des détergents liquides insecticides Floor Cleaner. Pour ce qui est de la peinture Inesfly, il vous suffira tout simplement d'appeler à l'instant nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran, question d'avoir plus d'ample d'informations. Ce sont des produits de qualité supérieure. Ce sont des produits qui ne sont pas toxiques. Ce sont des produits qui donnent une santé, bien entendu, à des espaces sur lesquels ces produits sont utilisés. On peut d'ailleurs l'apercevoir à travers l'écran grâce à certaines réalisations. Nous allons tout de suite commencer la présentation et la vente de ce matin par les peintures Inesfly. Alors, c'est quoi la peinture Inesfly? Je sais qu'il y a des peintures au Cameroun, mais il y a les peintures Inesfly. C'est un véritable 2 en 1. Pourquoi 2 en 1? Parce que les peintures Inesfly jouent d'abord un rôle de décoration, un rôle de beauté, mais également un rôle de santé. Oui, parce que ces peintures que voici sont dotées bien entendu des produits qui permettent d'éliminer les moustiques, d'éliminer les cafards. Donc ceux qui ont besoin d'être à l'abri du paludisme, parce qu'il faut le rappeler, chers téléspectateurs, que le paludisme est également causé par la piqûre des moustiques. Alors cette peinture que voici vient aujourd'hui résoudre tous les problèmes de moustiques à la maison, vient aujourd'hui résoudre tous les problèmes d'insectes à la maison. Il vous suffira tout simplement de l'appliquer à l'intérieur comme à l'extérieur de votre maison et pendant 2 ans, vous êtes à l'abri des insectes, c'est-à-dire à l'abri des moustiques, à l'abri des insectes. Donc je vous conseille vivement d'utiliser dès à présent les peintures Inesfly, des peintures de qualité, des peintures d'origine européenne avec plus de 50 ans d'expérience. Vous les retrouverez bien entendu du côté du camp Yabassi, du côté de Bonapriso. Et pour ceux qui ont besoin de commander à l'instant et de bénéficier des prix les plus bas, il vous suffira tout simplement d'appeler la direction commerciale au numéro de téléphone qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran. Parlant bien sûr des prix, je rappelle que vous avez un seau de 10 litres qui coûte normalement 45 000, mais dans le cadre de la promotion, dans le cadre de la réduction des prix, vous allez bénéficier un seau de 10 litres de peinture Inesfly à 25 000 francs au lieu de 45 000, je dis bien un seau de 10 litres de peinture insecticide Inesfly. La beauté, la santé, vous avez un seau de 10 litres à 25 000. Et pour ceux qui ont besoin d'un seau de 5 litres,
au lieu de 30 000 francs, vous aurez un seau de 5 litres à 15 000 francs, chers téléspectateurs. Il suffira d'appeler dès à présent nos numéros de téléphone qui s'affichent à l'instant au bas de l'écran. C'est donc pour ce qui est des peintures Ines Fly. Je rappelle, elles tuent. C'est-à-dire ces peintures tuent les moustiques. Ces peintures vous permettent d'être à l'abri du paludisme. Commandez-les dès à présent et dites adieu au paludisme. À côté, bien sûr, des peintures Ines Fly, on parle également d'un détergent. Oui, il n'est pas que détergent. Il est également un insecticide. C'est le détergent liquide Floor Cleaner que voici. Voilà donc là un bidon de 5 litres que vous retrouverez dans les supermarchés Santa Lucia de Douala et de Yaoundé, dans les supermarchés Dove, ou alors du côté de Spar à Bonanjo, c'est à Douala au Cameroun. Alors aujourd'hui, je sais que votre maison a besoin d'un entretien de qualité. Votre maison a besoin d'être écartée des cafards, a besoin d'être écartée des insectes. Alors là, c'est-à-dire les détergents liquides Floor Cleaner sont donc ces détergents qui, dès qu'on les utilise, que ce soit sur les carreaux, sur les sanitaires à la cuisine, vous permettent d'éliminer rapidement en un temps record les insectes, les cafards et tout ce qu'il y a comme moustiques à la maison. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine promotion. Vous les retrouverez dans les supermarchés Santa Lucia au prix de 4 500 francs pour une contenance d'1 litre. Oui, je dis bien 4 500 francs. C'est le prix d'une contenance, c'est-à-dire d'1 litre. Et 5 litres, vous l'avez à 15 000 francs pour 5 litres de détergent Floor Cleaner. Et pour tous ceux qui ont besoin d'une réduction spéciale, d'une remise exceptionnelle, d'une livraison, appelez directement la direction commerciale de Ines Fly et bénéficiez des remises exceptionnelles sur ces produits, notamment le détergent Floor Cleaner et les peintures Ines Fly. Merci beaucoup. Messieurs, la suite de ce programme ce matin avec interpellation, on va regarder l'élément et ensuite commentaire sur ce plateau, 30 secondes avec Bombok Bengan. Oui, pour le développement de notre pays, si en 37 ans le gouvernement n'a rien fait, je pense que ce qui nous reste, c'est la tendance pour que le pays puisse se développer. Qu'on donne la chance aussi aux autres de faire ce qu'ils peuvent faire pour que le pays puisse se développer. Puisque le pouvoir en place a montré vraiment sa différence. Si en 37 ans, avec tout ce qu'ils ont accumulé, ils n'ont rien fait. Nous sommes rentrés presque à 50 ans en arrière. Il faut qu'ils donnent la chance à ceux qui sont là de pouvoir montrer aussi les expériences, de pouvoir mettre l'expérience en pratique pour qu'on voit ce que ça peut donner. Puisqu'en 37 ans, ils n'ont rien donné. Nous sommes reculés à 50 ans en arrière. Voilà, commentaire avec vous, Bombok Bengan. Vous voyez, tout le monde connaît la formule. Quand on ne peut pas, on laisse. Mais dans notre pays... Mais tout le monde la connaît, mais est-ce que tout le monde souhaite l'appliquer? Il faut donc qu'on l'amène à ceux qui ne peuvent pas de laisser. Aïe doit laisser. François Hollande a dit, je vous ai promis, chers Français, je ne pourrai pas, donc je ne serai pas candidat. C'est comme ça, c'est aussi simple. Quand on ne peut pas, on laisse. Maintenant, quand vous restez là, et que les choses sont au statu quo, et c'est vous qui dénoncez l'inertie, le goulot d'étranglement, alors que c'est vous, comme dit Babi Sakana, c'est vous l'entrepreneur en chef qui ne savait pas impulser. On fait comment? D'accord, malheureusement. Voilà. Mais il ne faut pas dire comme le Cameroun dit, mais on va faire comment? On va faire comment? La vie doit nous amener à l'action pour que les choses changent. Bombok, les Camerounais disent qu'ils veulent voir leurs enfants grandir. Les Camerounais, dans leur immense majorité, disent qu'ils veulent voir leurs enfants grandir. Et Achille Mbembe a répondu à cette question. Il a dit, à notre époque, on se battait pour avoir une place au soleil. Aujourd'hui, les jeunes sont les forçats contre la mort. Ils luttent pour ne pas mourir, mais ils ne luttent pas pour vivre. Donc, voilà. Ces parents qui le disent, qui veulent voir les enfants grandir, les enfants vont mourir devant eux. D'accord. Merci. On va évidemment s'arrêter là pour cette séquence. On va aller voir ce que nous réserve ce matin l'ARIS professionnel avec nous sur ce plateau. Alors bonjour à tous les téléspectateurs de la meilleure des télévisions qui soient bien sûr Equinox Télévision. Bonjour à toute l'équipe sur le plateau, surtout à la magnifique Karine Sandia,
C'est un plaisir pour nous d'être ici aujourd'hui pour vous parler de ce qui se fait de mieux dans l'univers de la beauté en ce moment au Cameroun et en Afrique et dans le monde. Alors quand on appelle l'ARIS professionnel, quand on dit l'ARIS professionnel, qu'est-ce qu'on entend particulièrement? On entend d'abord un institut de beauté, voilà. C'est tout simplement le meilleur institut de beauté en ce moment pour votre bien-être, votre beauté au naturel, votre santé, pour tout besoin d'anglerie, de tissage, de mèche ou tout simplement de massage. Allez de ce côté-là pour vous faire belle du côté de l'Hôtel de l'Air à Bonapriso. Mais ce n'est pas que l'institut de beauté, parce que l'ARIS professionnel, c'est aussi des produits capillaires qui sont adaptés aux besoins de la femme africaine. Bien sûr pour vos cheveux, des vernis à ongles, typiquement pour les doigts des jeunes femmes camerounaises en particulier et africaines en général. L'ARIS professionnel, c'est aussi l'institut de beauté en formation, bien sûr, pour tout ce qui tourne autour des métiers du cosmétique et de l'esthétique. Et pour vous faire plaisir en ce moment, on a décidé simplement de lancer le concours Égérie l'ARIS professionnel. Alors on aurait pu bien sûr aller prendre une star, une chanteuse ou un acteur camerounais déjà connu et profiter de sa notoriété. Mais de notre côté, on a un aspect sociétal qui nous tient à cœur. On a donc décidé de prendre une jeune camerounaise qui a envie de changer sa vie et changer la vie des personnes qui sont autour d'elle, tout simplement pour devenir l'Égérie l'ARIS professionnel 2020. Ce sera où? Ce sera au Castel Hall le 8 décembre à partir de 15h. Vous pouvez voir autour de moi 3 des 12 finalistes qui sont là et qui respirent l'ARIS professionnel, qui vivent l'ARIS professionnel et qui ont envie de devenir l'image de marque de l'ARIS professionnel, j'y arrive, pour l'année 2020. 8 décembre, Castel Hall, retenez bien la date, retenez bien le lieu à partir de 15h. Venez vivre avec Blanche Bailey, avec Shura, avec ce qui se fait de mieux en tant qu'élégance de la mode au masculin, Nyangono du Sud, bien sûr, et aussi avec notre marraine pour cette année, la marraine de l'événement, qui sera non simplement Daphné, qui sera avec nous pour vivre la fête, pour vivre l'élégance, pour vivre la beauté au naturel et pour essayer de déterminer qui sera enfin l'Égérie l'ARIS professionnel 2020. Beaucoup de personnes nous ont demandé sur notre page Facebook, qu'est-ce qui a donné envie à ces jeunes filles de se présenter? Pourquoi elles ont envie de devenir l'Égérie l'ARIS professionnel 2020? J'ai envie de dire qu'on ne peut que les laisser parler, on ne peut que les laisser dire devant les caméras pourquoi elles ont envie de devenir l'Égérie l'ARIS professionnel 2020. Bonjour, moi c'est Rebecca Gladys, je suis candidate numéro 3 à l'élection Égérie l'ARIS professionnel. Pourquoi Égérie l'ARIS professionnel 2020? Déjà, ils ont lancé un concept très important pour nous les jeunes, pour nous les femmes, pour nous donner l'opportunité de nous sentir belles dans notre peau. Le concept qui met en avant la beauté africaine, la beauté de la femme. Donc c'est ce qui m'a beaucoup intéressée dans la compétition l'ARIS professionnel, le naturel. Merci. Voilà, vous l'avez compris. Ensuite, ou pas? Oui, bien sûr, le naturel est mis en avant chez nous, le naturel, la beauté au naturel, j'ai envie de dire, et se sentir naturellement belle. Et on rappelle encore, bien sûr, que le 8 décembre, ce sera du côté du Castel Hall. Les billets sont en vente à l'Institut l'ARIS professionnel à Bonapriso, juste à quelques mètres de l'Hôtel de l'Air, venant du Carrefour Charnebel. Allez-y, les billets, 5 000 francs seulement, vous donnent droit à 2 bouteilles de Schweppes, et le billet VIP couple, 25 000, vous donne droit à 2 bouteilles de Schweppes, plus une bouteille de champagne. On est toujours en mode l'ARIS professionnel et en mode beauté au naturel. On le rappelle encore, n'oubliez surtout pas cette date. Venez soutenir les candidats, venez soutenir la beauté africaine et camerounaise et venez surtout soutenir l'élégance et la beauté au naturel le 8 décembre de cette année, j'ai envie de dire, du côté du Castel Hall. 8 décembre prochain au Castel Hall. Merci beaucoup. L'ARIS professionnel, madame, monsieur, restez avec nous sur Equinox tout de suite. On va prendre quelques messages que vous nous envoyez via nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux. Il faut dire que Equinox a développé un modèle 2.0 très avancé, donc on peut rapidement avoir sur nos plateformes quelques réactions. Karine, rapidement, on y va tout de suite. Oui, c'est fait à bon escient de nous laisser dans l'ignorance des gouvernants méchants. Nous allons vous traiter, vous rendrez compte. D'accord. Un autre message, jusqu'à 3 jours, c'est moins de 15 minutes pour une intervention en cas d'incendie, par exemple. Je vais taire le nom du pays. D'accord, merci beaucoup. On va tout de suite basculer au plateau B pour terminer avec nos avis commerciaux. Avec vous, Constilamine, pour le Vombio Oméga 3, me signale-t-on, bien sûr, bonjour.
plus, bonjour à tous les clients du concept Salaka et merci bien à tous les consommateurs des compléments alimentaires d'origine américaine, à savoir le Von Bio Oméga 3 que je présente une fois de plus à tous les téléspectateurs. Alors en guise de rappel, il faut déjà rappeler que ce complément alimentaire permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Pour ceux qui ont les problèmes de rhumatisme, les problèmes de crampes, je vous le conseille vivement. Et à l'intérieur de cette boîte que j'ai entre ma main, vous avez 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. À ne pas confondre avec les autres oméga 3 parce que le Von Bio Oméga 3 est unique en son genre. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on parle également de plus en plus de ce lait de toilette pour diabétiques que voici. Un lait de toilette qui permet d'embellir la peau des diabétiques, de la nourrir, de la protéger, mais également de la sécuriser. Vous l'avez donc à 6 000 ce lait de toilette et à 5 500 francs votre Von Bio Oméga 3. À côté bien entendu de ces deux produits de santé, nous restons toujours dans la santé, dans le bien-être pour attirer l'attention de tous ceux-là qui ont des problèmes d'hémorroïdes. Vous connaissez quelqu'un qui en souffre depuis plusieurs années, vous êtes victime des hémorroïdes, alors je vous conseille bel et bien de contacter le concept Salaka ou alors de vous rendre au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika et d'acheter votre pommade contre les hémorroïdes. Les numéros de téléphone, vous les avez, contactez le concept Salaka et bien entendu, commandez dès à présent votre pommade contre les hémorroïdes que j'ai une fois de plus le plaisir de présenter dans cette émission pour le bonheur et surtout la satisfaction de tous les téléspectateurs de cette émission. Merci beaucoup et surtout bon week-end à tous les clients du concept Salaka et rendez-vous au magasin 1001 tapis ou alors par appel pour des commandes. Madame, Monsieur, on s'arrête là pour ce matin. On se retrouve lundi prochain dès 6h, dès 10h, 6h à la radio Equinox, bien sûr, avec l'équipe Bonbon Bengal, Karine Sontia, et puis à 10h avec nous 5 sur ce plateau, 10h, 12h. Donc, passez bon week-end, que Dieu bénisse au Cameroun.